Président d'un groupe qui veut incarner une opposition au gouvernement, mais aussi à l'oligarchie qui gouverne les institutions, l'économie et les médias. Fabien Llameas, vous recevez ce matin Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Hier, j'ai bien regardé, vous êtes resté assis lors de la fin de l'allocution du nouveau président de l'Assemblée, François de Rugy. Vous qui êtes sincèrement attaché à la République, au respect de ses rites, franchement, ce n'est pas une petite provocation un peu inutile, ça de votre part ? Non, c'est pas une provocation. Enfin, vous l'avez dit, je suis attaché à l'idéal républicain, mais il n'inclut pas une obligation d'enthousiasme et de toutes ces simagrées. Alors on se lève, on se relève, on acclame, on applaudit en cadence. Qui ? Monsieur de Rugy, qui est une des figures essentielles de l'opportunisme politique. Pourquoi faire ? Non, j'ai respecté le cadre, au moins j'ai voté. La messe est dite le concernant, là, à vous écouter. Non, mais pourquoi vous dites c'est une provocation ? Écoutez, est-ce que ça n'est pas votre question ? C'est un peu comme tous les commentaires qui ont été faits sur le fait de ne pas porter de cravate, etc. On va dire que ce sont les codes de l'Assemblée nationale que vous avez ostensiblement dit, voilà, nous, on s'affranchit de ces codes. Est-ce que finalement l'opposition, elle peut se résumer à ça ? Non, bien sûr que non, mais à chaque jour, il n'y avait pas de débat hier. S'il y avait eu un débat, vous m'auriez entendu. Hier, il y avait une cérémonie traditionnelle de l'ouverture des travaux d'une session parlementaire. Bon, la question des codes vestimentaires, vous serez peut-être surpris de l'apprendre, mais a été essentiellement une volonté marquée par les femmes de notre groupe, mais pas seulement elles. Elle est très traditionnelle, pardon de vous le dire, Fabien Llameas. C'est toujours de notre côté que cette question a été posée. Nous avons eu le premier député qui arrivait en blouse. Et il y avait eu à l'époque toute une histoire. Comment une blouse ? Et lui disait, je porte la tenue que portent les gens, je ne me déguise pas. Lorsque le tiers... Alors ça, c'était le premier député socialiste. Lorsqu'il y a eu les premiers états généraux, le tiers-état a refusé de porter la tenue qu'on lui avait assignée parce qu'ils avaient l'air de misérables corbeaux, tandis que les autres venaient avec des plumes chatoyantes. Donc, nous avons été dans la tradition de la continuité. Nous ne nous déguisons pas, mais nos tenues sont décentes. Naturellement que l'opposition ne se résumera pas à ça, mais dans le moment, elle s'est exprimée de cette façon. On va précisément voir d'ailleurs comment vous concevez votre rôle d'opposition avec des thèmes concrets tout au long de cet entretien. Un mot encore du discours de François de Rugy hier qui a lancé un appel, pas de provocation et d'anathème dans l'hémicycle. Est-ce que vous en tiendrez compte et comptez-vous intervenir beaucoup ? On dit que vous serez l'une des grandes gueules de cette nouvelle Assemblée. Oui, enfin tout ça n'est pas très délicat. Pourquoi gueule ? J'ai une bouche. J'ai un cerveau, j'ai écrit 15 livres, monsieur Llameas, ça n'est pas votre cas. Je mérite mieux que d'être traité de grande gueule. Je suis une tête dure. C'est une expression consacrée pour ceux qui ouvrent la bouche et n'hésitent pas à l'ouvrir, vous le savez très bien. Oui, mais puisque vous parliez tout à l'heure de provocation, à mon tour de réagir sur des mots qui sont des fois un peu excessifs à mon égard. Donc, oui, je m'exprimerai, parce qu'il faut qu'il y ait une opposition. Et je voudrais vous dire, monsieur Llameas, que cette situation est tout à fait étrange. Vous en rendez-vous compte ? La moitié des électeurs n'ont pas voté. Le parti majoritaire représente 14% des inscrits. Il a 300 sièges de gens qui se lèvent pour acclamer un individu que par nécessité ils ne connaissent pas. Tout ça crée une ambiance bizarre. Nous allons avoir 2 coups de force qui vont arriver dans les prochains jours. L'ordre public social va être mis cul par-dessus tête. On va en parler. Et l'ordre des libertés publiques. Franchement, c'est ça qui est important dans le moment. Il faut qu'il y ait une opposition. Il ne peut pas y avoir qu'une majorité. Un mot, Jean-Luc Mélenchon, sur un qualificatif qui vous a été attribué hier par Manuel Valls, qui dit « Jean-Luc Mélenchon, il est dangereux ». Vous vous estimez dangereux ? Je ne sais pas de quoi il parle. Manuel Valls appartient... il dit même France Insoumise, il travaille, il cautionne l'islamisme radical. Enfin, en tout cas, il a des mots très durs pour vous. Mais ce mot dangereux, il veut dire quelque chose en République. Non, mais c'est quand même grave de voir ce personnage qui représente un passé que tout le monde méprise, celui des reniements, des mensonges, qui ont été celui des gouvernements Hollande. Manuel Valls a été un des premiers ministres les plus violents de l'histoire de la République par le nombre d'opérations de police qui ont été montées contre des manifestants, aussi bien contre la loi El Khomri que la désastreuse affaire qui a conduit à la mort de Rémi Fraisse. Donc c'est pas à lui d'aller dire que les autres sont dangereux quand lui, il s'est manifesté comme un danger. J'ajoute que ce qu'il dit sur l'islamisme est un moyen pour lui d'exister. Il espère que Mélenchon réponde, donc on va parler de lui, etc. Non, nous n'avons aucune concession avec l'islamisme politique. Je combats de toute façon l'intrusion de toutes les religions dans la politique. Alors celle-là comme une autre. Et j'ajoute que la majorité des musulmans sont bien
bien de mon avis et considèrent que c'est une religion et pas un parti politique que leurs croyances. Donc Manuel Valls a une espèce de névrose sur la question de l'islam qui fait qu'il ne voit plus la vie que sous cet angle. Et est-ce que on l'entendait dans le journal de 7h30 tout à l'heure, contestez-vous son élection? La candidate France Insoumise, Farida Amrani, qui a été battue de 139 voix, déposera bien aujourd'hui un recours devant le Conseil constitutionnel. Vous pouvez nous confirmer? Oui, de ce que je sais, elle va le faire et elle a raison. Et je trouve déplorable qu'on ait traité Madame Amrani et ses amis d'une façon pareille. Enfin, ne pas avoir le droit d'entrer dans la mairie au moment où on fait le recomptage, être brutalisée de cette sorte. Est-ce parce qu'elle s'appelle Amrani qu'elle doit être traitée différemment du reste des Français? Sous-entendu sur le fait qu'elle est d'origine étrangère, c'est ça? Il y a eu un moment assez curieux dans les images qui en étaient montrées. On a présenté tous ces gens qui étaient autour d'elle comme des exaltés, des excités, sans tenir aucun compte de la violence incroyable qui était en train d'être commise par M. Valls. Je vous signale que même vos confrères ont été privés de leurs instruments de travail. Il a fichu tout le monde dehors, y compris les journalistes, quand même pas sortir avec leur magnéto. On verra bien, en tout cas, ce que dira le Conseil constitutionnel sur le recours qui sera déposé. Absolument. Excusez-moi, si vous m'en posez une autre, je répondrai à une autre. Qui sera déposée. Vous êtes proclamé, autoproclamé, je ne sais pas, opposition réelle, seule opposition réelle. Une question avant d'aborder le Code du travail sur un sujet d'actualité. Si le gouvernement suit l'avis du comité d'éthique qui souhaite légaliser la procréation médicale assistée pour les couples de femmes ou les femmes célibataires, est-ce que vous le soutiendrez? Je soutiendrai la mesure, pas le gouvernement. De la même manière. Mais il faudra bien le soutenir s'il souhaite le légaliser. Là, ça passera par un texte. Vous êtes parlementaire, vous serez appelé à le voter. Oui, mais alors je vais vous expliquer une nuance. Par exemple, vous diffusez de la pub, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec tout ce qui se dit, ni que vous comptez vous-même personnellement acheter tout ce qui est proposé. De la même manière, si le gouvernement propose de légaliser, de rendre possible la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, qu'elles soient mariées ou non, eh bien, j'approuve cette mesure puisqu'elle est dans mon programme. De la même manière, s'il propose de supprimer la Cour de justice de la République qui instaure un tribunal d'exception pour les ministres, eh bien je le voterai puisque ça se trouve dans mon programme. Pour autant, je ne suis pas disposé à, comme vous le dites, soutenir le gouvernement et je vous demande de faire la clarté, sinon aucun débat n'est possible. Si accepter une mesure, c'est soutenir le gouvernement, alors qu'on se dit l'opposition, peut-être que ça fait jubiler d'avoir créé un désordre intellectuel absolu, mais non, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a des mesures que vous ne soutiendrez pas, on s'en doute, et notamment celle qui va être examinée aujourd'hui. Je me suis autoproclamé, je me suis proclamé rien du tout. Nous opposons. L'opposition réelle, c'est nous, Jean-Luc Mélenchon, je ne l'ai pas inventé. Non, si vous l'avez vous n'écoutez pas, monsieur Namias. Écoutez là, je suis en train de vous écouter. Oui, écoutez ce que je vous dis. Il n'y a pas de groupe qui votera entièrement et exclusivement contre la confiance au gouvernement. Il n'y en a pas à part nous. Voilà la raison pour laquelle, même le groupe GDR dans lequel il y a les communistes, il y a des gens qui vont voter la confiance au gouvernement. Par conséquent, nous serons le seul groupe qui vote, dont tous les membres votent contre la confiance. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous disons, puisque nous sommes cette opposition d'un bout à l'autre du groupe, nous demandons la présidence de la Commission des finances. Maintenant, si tout le groupe, les Républicains, pour prendre un exemple, à l'autre bout de l'hémicycle, vote contre le gouvernement, nous dirons, il y a deux oppositions. Il y a une opposition, les Républicains, et une opposition, la France Insoumise. Rendez-vous pour cela, pour le discours de politique générale du Premier ministre qui sollicitera la confiance. Ce sera mardi prochain. Le Conseil des ministres, là, il se tient dans 1h30. Le gouvernement examinera le texte de loi d'habilitation qui lui permettra d'engager les ordonnances réformant le Code du travail. Votre opposition, là, on s'en doute, Jean-Luc Mélenchon, elle sera ferme, vous l'avez dit. Est-ce qu'elle se limitera à votre travail de parlementaire à l'Assemblée nationale ou par exemple, vous joindrez-vous à la manifestation qu'a appelée de ses voeux la CGT, ce sera le 12 septembre. Alors vous avez raison de dire que notre opposition sera complète, je veux que tout le monde arrive à comprendre qu'il s'agit de renverser tout l'ordre public social de notre pays par ordonnance. Et alors même qu'il y a une stratégie du secret de la part du gouvernement, qui aura attendu jusqu'à aujourd'hui pour faire connaître un texte sur lequel on puisse discuter, s'exprimer, et on l'examinera très bientôt à l'Assemblée. Et qui va rester un texte de généralité sur lequel il sera impossible de discuter le contenu de la réforme du Code du travail. Non, mais ceci doit être dit pour que les Français l'entendent. Alors après, évidemment, ça ne peut pas se limiter à l'opposition parlementaire. Nous allons jouer notre rôle, nous serons dans la rue. Y compris dans la rue. Absolument. Et puisque la CGT a pris l'initiative de proposer une date, il faut bien que quelqu'un prenne cette initiative. C'est au syndicalisme de marcher devant. Cela va de soi, puisque c'est dans l'entreprise
que la question va se présenter, mais nous, la France Insoumise, nous jouerons notre rôle, nous allons rallier toutes les populations des quartiers, ceux qui n'ont pas de travail, je parle pas dans les quartiers, il y a des gens qui ont du travail, mais tous les chômeurs, les gens en formation, les étudiants, nous leur dirons, il faut se joindre à ce mouvement, il faut résister, il y a un devoir de défense, car le code du travail, c'est pas le code de la route, c'est des centaines de pages qui sont des milliers de luttes entre capital et travail et des compromis sociaux réalisés pendant un siècle et demi, et c'est pas M. Macron qui va changer ça tout seul. Là-dessus, pas d'ambiguïté, on vous entend bien, Jean-Luc Mélenchon, l'opposition sera totale. Une question d'actualité encore ce matin, un de vos homologues à l'Assemblée, le président du groupe parlementaire En Marche, Richard Ferrand, le Canard enchaîné poursuit ses révélations le concernant. Il aurait employé sa compagne au Mutuel de Bretagne qu'il dirigeait alors qu'elle était encore étudiante dès l'âge de 25 ans. À vos yeux, Richard Ferrand peut présider un groupe parlementaire? Ce n'est pas mon affaire. Maintenant qu'ils s'en débrouillent, c'est eux qui l'ont choisi, ils s'en débrouillent. Et je ne suis pas d'accord pour que toute la vie politique maintenant, nous passions notre temps à discuter des affaires qui arrivent dans la même équipe de personnages. Moi, je veux parler du reste. Donc, vous comprenez, on s'est tapé 6 semaines de costard de Fillon. Après, on s'est tapé 2 semaines pendant les législatives de Monsieur Ferrand. Ça va pas durer toute la vie. Et j'ajoute que tout ça contribue à créer une ambiance anti-parlementaire que je déplore et que le groupe En Marche lui-même contribue à augmenter. Si vous avez écouté le discours de Monsieur de Rugy hier, pourquoi veut-on réduire le nombre de parlementaires? Peut-on me le dire? Compte-t-on réduire le nombre de patrons? Pourquoi compte-t-on diminuer les moyens qui sont les moyens les plus faibles accordés dans toute l'Europe à des parlementaires pour travailler? Je parle pas de la paye. Ça commence à bien faire tout ça. Donc je demande qu'on puisse parler du code du travail, des libertés publiques, et quant à Monsieur Ferrand et au reste qui s'en débrouille avec la justice et avec les médias. Du travail, ça, on en a parlé. Un mot de la diplomatie française. Emmanuel Macron a proposé hier à Donald Trump d'assister au défilé du 14 juillet prochain. C'est une invitation opportune à vos yeux? Non, du tout. Enfin, moi, je le déplore. Monsieur Trump n'est pas le bienvenu à la fête du 14 juillet. La fête du 14 juillet est celle de la liberté des Français. Monsieur Trump représente l'OTAN et l'asservissement de notre nation à une coalition internationale dans laquelle elle ne joue aucun rôle. Monsieur Trump est un violent, il n'a rien à faire là. Enfin bon, il sera là. Quand il sera là, on l'accueillera dignement parce qu'il est le président des États-Unis d'Amérique. Mais bon, non, ça n'est pas. À vos yeux, il n'était pas le bienvenu. Non, il n'est pas le bienvenu, c'est clair. Il faut autant le dire. Hein. Merci Jean-Luc Mélenchon. Toute petite question. Laurent Berger disait tout à l'heure chiche pour une loi de moralisation de la vie syndicale. Est-ce que la France Insoumise pourrait porter cette proposition de loi à l'Assemblée? Non, parce qu'elle porterait d'abord une loi de moralisation du patronat et des médias. On interdirait aux médias de posséder, à 9 personnes de posséder 90% des médias, et on interdirait que les grands patrons puissent, eux, se gorger d'argent, et on établirait la règle de pas plus de 1 à 20 d'écart de salaire dans les entreprises. Donc avant de s'attaquer aux syndicats, après s'être attaqué à la représentation parlementaire et avoir fait des ordonnances, je vous signale qu'il vous reste quelques petites frontières avant de passer dans un régime dictatorial. Alors on ne laissera pas passer celle-là. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon, et à demain Fabien Amias. À demain.